Bonsoir et bienvenue. J'ai donc le plaisir de vous présenter ce soir Madame le professeur Astrid van Buzekit, professeure à Sciences Po Paris. Je dirai quelques mots sur sa carrière, son parcours, et puis je lui passerai immédiatement la parole. Donc, nous avons quelqu'un qui a fait un parcours académique brillant, avec un doctorat en 1996 à l'université Paris-Dauphine, 3 ans plus tard agrégé de sciences politiques, et 2 ans après ça, 2001, professeur de théorie politique à Sciences Po Paris, poste qu'elle occupe toujours. Établissement au sein duquel elle a été directrice de l'école doctorale entre 2007 et 2011, donc quelqu'un profondément impliqué non seulement dans la recherche et l'écriture, mais dans la formation des étudiants et des jeunes chercheurs. Spécialiste des questions d'identité nationale, en particulier, mais pas uniquement de l'identité linguistique, du nationalisme de manière générale et en particulier de notre très particulier voisin, la Belgique, bien que je ne pense pas que ce soit votre sujet ce soir. Spécialiste également de la théorie politique. Alors, sur ce premier sujet, auteur de plusieurs ouvrages, dont Nation et nationalisme, sorti chez Armand Collin en 1997, et Singulière Belgique, titre dont elle assume pleinement le double sens. Singulière Belgique, sorti chez Fayard 2012. Sur le registre théorie politique, auteur d'un ouvrage Penser la politique, sorti en 2010 aux presses de Sciences Po, et directrice de la revue Raison politique, qui, à la date actuelle, se trouve être la seule revue française entièrement dévouée à la théorie politique. Donc, elle nous présente ce soir des propos tirés de son plus récent ouvrage, Portes et murs, des frontières en démocratie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation et merci beaucoup, je ne sais pas où il est, aux organisateurs de cette soirée. Merci de m'avoir invité. Imaginez un mur fait de passages et de portes seulement. Un mur pratiquement invisible qui ne change rien à la perspective urbaine, qui est construit par quelques individus seulement, sans bruit, sans équipement particulier, gratuit ou presque. Un mur privé, mais élevé sur un territoire public qui est délinéatif, qui ne sert pas à abriter les gens qui se trouvent à l'intérieur, ni à protéger ou à les protéger de ceux qui sont à l'extérieur. Franchir le mur est facile, il est transparent, on ne le voit pas. Et en dehors de la toute petite minorité qui a contribué à le construire, personne ne sait même qu'il se trouve là. Pour la minorité, le mur est très précieux, en tout cas pendant quelques périodes déterminées. Alors ce mur, c'est un érouve. Ça s'orthographie comme ça en hébreu, ça se prononce érouve. Il est construit par un groupe religieux, les juifs rabbiniques. Je préfère ce terme à juifs orthodoxes, même si les deux se recoupent le plus souvent. Son importance, l'importance de l'érouve, est liée à l'observance de préceptes religieux. Les règles de construction sont fixées dans des textes religieux, mais le mur lui-même n'est pas un objet religieux. Le mur est fait de fils. Donc c'est un simple mur fait de choses que nous manipulons tous les jours. On ne le remarque pas, mais il existe partout. Il y en a plus de 400, par exemple, aux États-Unis et au Canada. Il y en a 2 à Londres, il n'y en a pas à Paris, il y en a à Anvers, il y en a à Madrid, il y en a un peu partout. Il y en a à Strasbourg, c'est le seul en France, et c'est sans doute lié au régime concordataire, mais j'en dirai un mot dans un instant. Alors, qu'est-ce qu'un érouve ? Cette chose étrange, à la fois transparente, faite de fils et si importante pour les juifs rabbiniques. Alors, c'est donc un mur presque immatériel qui délimite une zone publique, relativement vaste quelquefois, et la transforme, c'est ça son objet, en zone privée. Et ce mur
invisible, permet des choses qui sont autrement interdites le jour du Shabbat, c'est-à-dire les 25 heures que dure le Shabbat, du vendredi soir au samedi soir. Comment ça ? Eh bien, le jour du Shabbat, certaines choses sont interdites. Par exemple, porter des livres, pousser des voitures d'enfants, des choses comme ça. À l'extérieur de la maison, bien entendu. L'espace domestique, ces choses-là sont permises à l'intérieur de la maison. Mais dès lors qu'on franchit le seuil de la maison, un certain nombre de choses assimilées à des travaux, au travail, sont interdites. Il est aussi interdit de transférer des objets, ce qui est intéressant, c'est-à-dire on ne peut pas transférer un objet d'un espace privé à un espace public et d'un espace public vers un espace privé. Donc par exemple, sortir avec son livre est quelque chose de prohibé. Comment donc aller, par exemple, prier ? Comment aller à la synagogue lorsqu'il faut traverser un bout d'espace public, lorsqu'on a des enfants, lorsqu'il faut prendre des livres avec soi, par exemple, lorsqu'il faut pousser un fauteuil roulant ? Eh bien, l'Hérouv sert justement à alléger ces contraintes-là. Ce qu'il fait, c'est d'étendre une sphère privée, assimilée à une sphère domestique, à une zone publique plus large, et la transforme symboliquement en communauté de maisons. C'est à ça que cela sert, à un intérieur élargi. Il mélange, en quelque sorte, l'intérieur et l'extérieur et crée une troisième entité étrange, hybride, qui est à la fois publique et privée. Elle est privée pour les Juifs observants, mais elle demeure évidemment publique pour tous les autres citoyens qui fréquenteraient cet espace-là. Et la frontière de cette nouvelle zone, c'est justement l'Hérouv. Je vous le redis, pour un juif observant, donc l'espace devient privé, pour tous les autres, il demeure public. Alors comment ça marche ? Comment est-ce que c'est expliqué dans les textes juifs ? Et après, je vais vous montrer une image pour ceux qui n'en auraient jamais vu. Eh bien, l'Hérouv est fondé sur l'image de la maison. Et les commentateurs de la loi, les rabbins, ont estimé qu'une maison pourrait théoriquement n'être faite que de portes, d'une succession de portes faites des éléments d'une porte, donc les deux éléments verticaux et le linteau horizontal. Ce sont des portes ouvertes, c'est ça qui est intéressant, donc une délimitation faite de portes ouvertes qui s'appuie sur la topographie urbaine, donc des poteaux télégraphiques par exemple, ou sur la topographie naturelle des fleuves par exemple, des forêts, etc., des murs, des voies ferroviaires, etc. Comment l'autorité rabbinique peut-elle négocier l'implantation dans l'espace public de quelque chose d'aussi indigène, d'aussi bizarre qu'une zone privée, donc la privatisation d'un bout de l'espace public. Eh bien, c'est une question essentielle parce que l'Hérouv ne peut fonctionner, n'est cachère, si vous voulez, que si l'autorité publique approuve son existence. Et ça en fait quelque chose de tout à fait spécial et d'ailleurs unique dans la tradition juive. Les communautés doivent donc obtenir l'autorisation d'installer l'Hérouv par les autorités publiques pour utiliser une portion du domaine public, et on le fait par un leasing, en quelque sorte, une location pour une somme symbolique auprès des autorités publiques. Bon. Alors ça n'a évidemment aucune valeur dans le droit positif, et la plupart du temps, les maires des villes, par exemple, ne savent absolument pas comment faire, puisqu'ils ne connaissent ni la chose, ni même sauraient comment établir un contrat pour céder, en quelque sorte, un bout de l'espace de la ville, de l'espace urbain, à une communauté qui, elle, considère ce bout-là comme un bout privé. Cette manière de concevoir un bout du territoire public fait de cette frontière, dans la mesure où les communautés doivent aller négocier avec les autorités urbaines, une frontière qui est faite de partage, une frontière qui est faite de portes, une frontière qui noue en quelque sorte deux espaces différents, une frontière pont qui enjambe plusieurs interprétations de l'espace. Voilà. Alors ça,
c'est le point de départ empirique de mon livre. Le constat, j'ai été professeur invité à Tel Aviv pendant quelques années, et je voyais des fils, notamment le long de la plage, et un jour j'ai demandé à quoi cela servait, parce que même, sachez-le, la plupart des Juifs eux-mêmes ne connaissent pas les rouves en dehors des Juifs les plus observants. Bon. Et donc j'ai remarqué ces fils-là, les voilà. Donc ils sont extrêmement discrets, et j'ai commencé à enquêter sur cette chose-là. Ça, c'est à Tel Aviv. Voilà, par exemple, à New York, on le voit à peine, n'est-ce pas? Eh bien, ces fils-là sont pourtant extrêmement contestés et ont donné lieu à un nombre de procès en justice absolument extravagant. Ça, c'est tout un quartier qui est entouré, qui est donc matérialisé comme faisant partie de l'Hérouve. Je vais revenir sur ces images dans un instant. Donc, dans mon livre, j'essaye de questionner deux choses habituellement associées aux frontières, que les frontières sont des limites, n'est-ce pas, qu'on ne franchit pas, même si elles sont relativement immatérielles. Quand vous regardez, soit immatérielles au sens où, lorsqu'on regarde une carte, par exemple, eh bien, il n'y a pas de frontières nécessairement tracées, mais on passe d'un paysage à l'autre, on passe d'un quartier à un autre, et on observe donc le changement de ce qui nous entoure. En même temps, je me suis dit, une frontière, c'est ce que deux choses ont en partage, n'est-ce pas? Il y a une jolie phrase d'un philosophe américain qui dit « De quelle couleur est la ligne de démarcation entre une tache noire et un fond blanc ?» À qui appartient la frontière? Au noir, au blanc, ou est-ce que c'est justement quelque chose que les deux entités ont en partage? Et à partir de là, je me suis demandé comment se faisait cette rencontre, c'est-à-dire comment, très concrètement, les communautés négociaient l'installation de l'Hérouve, et comment pouvait-on imaginer que le politique qui aspire à séparer justement le public du privé, la religion du politique, comment pouvait-il accepter ce que les communautés juives aspiraient à nouer, c'est-à-dire, encore une fois, le public et le privé. Alors on dit généralement que la démocratie ou le libéralisme, c'est l'art de la séparation, justement entre les entités que je viens de citer, entre le public, le privé, l'individu, la communauté, etc. Mais l'art de la séparation, c'est aussi un art, justement, et on peut jouer avec les règles de l'art, et c'est exactement ce qu'ont fait à la fois les juges lorsqu'ils ont été saisis de ces affaires d'Hérouve, au Canada, en Angleterre et aux États-Unis en particulier. C'est les trois cas que j'ai regardés. Et donc, ils ont bricolé. Et les communautés ont bricolé avec les règles. Et donc, je me suis demandé comment ce que serait un art de la séparation autrement compris. Et je me suis dit que quelquefois, pour comprendre quelque chose de massif, comme les frontières, aujourd'hui c'est quelque chose de particulièrement discuté, n'est-ce pas, avec les problèmes liés à la migration, eh bien, quelquefois c'est en voyageant vers les marges, vers quelque chose de tout à fait improbable, pour mieux comprendre ce qui se passe au centre. Et donc la marge, pour moi, c'était l'Hérouve qui m'a permis d'apprécier comment on négociait les seuils entre entités aux significations différentes. Et pour ça, j'ai composé 3 dialogues. Je vais vous parler que de 2 aujourd'hui. Le premier, ça correspond grosso modo aux 3 chapitres, aux 3 grosses parties du livre. Le premier s'appelle « Porte et pont ». Et là, j'essaye de voir comment on pouvait conjuguer la vie dans son monde et la vie dans le monde, parce que les juifs rabbiniques dont je vous parle sont des juifs très orthodoxes, très observants, visibles aussi, par leurs vêtements notamment. Et donc, j'ai essayé de voir comment les sphères, finalement, entre l'ultra-orthodoxie, comme on dit souvent, et l'espace public sont finalement plus perméables qu'il n'y paraît. Un deuxième couple, si vous voulez, entre le droit et la loi des commandements, avec un grand L, et le droit public des différents pays que j'ai regardés. Et là, j'ai constaté qu'à la fois pour les communautés et pour les juges et pour les participants au débat, les opposants par exemple, eh bien, il n'y avait pas d'univocité de l'espace, mais qu'au contraire, l'espace est quelque chose de tout à fait équivoque sur lequel on peut discuter, négocier. Et enfin, justement, espace et territoire, c'est le troisième couple. Et là, je me suis interrogée sur la différence, justement, qu'il y a entre la perception de l'espace,
qui à mon sens est partageable, et celle du territoire, qui est le plus souvent compris comme un territoire soumis à une souveraineté, qu'elle soit urbaine ou étatique ou encore nationale. Je vous propose donc 2 éclairages, droit et loi, donc la négociation entre le droit et les commandements, et un deuxième sur l'espace et le territoire. Et je vais commencer par droit et loi. La première chose qui est intéressante, c'est que dans tous les cas, donc moi j'ai regardé plus de 300 cas de justice, dans tous les cas, les juges ont finalement été d'accord, ou les jurés, pour l'installation d'un érouve, malgré les batailles quelquefois homériques entre les communautés et les comités de planning urbain, par exemple. Les érouves, les érouvines au pluriel, ont toujours été approuvées. Alors comment ça s'est passé? Comment cette concurrence entre les commandements et le droit a été mise en scène? Alors d'abord, ça fait partie du grand champ du pluralisme légal. Pour les juristes entre vous, vous savez ce que c'est, mais le pluralisme légal, c'est un simple fait empirique, c'est-à-dire que nous sommes tous les jours et au quotidien soumis à des normes différentes. Bon. Simplement, dans ce cas-là, les normes appartiennent vraiment à 2 univers très différents. Le droit tel que nous le connaissons, et les commandements qui obéissent évidemment à des règles différentes. Il y a un juriste américain assez célèbre, Robert Cover, qui a donné un nom à ces 2 types de nomoi, comme il dit. Il y a le nomos impérial d'un côté, qui correspond à notre droit, et le nomos paidéique, qui vient du grec, de l'éducation du citoyen vertueux. Et les 2 obéissent à des règles très différentes, et selon Cover, ils ne peuvent être noués que dans un récit, c'est-à-dire dans un dialogue entre les représentants des 2 types de droit. Donc l'organisation du pouvoir nomos impérial et la loi comme sens, liée au commandement, à l'obéissance au commandement et à la communauté, bien entendu, nomos paidéique. Ce qui importe, c'est le droit. Dans cette perspective, c'est que le droit et la loi, c'est évidemment davantage que des codes. Bon, ce sont aussi des histoires, ce sont aussi des médiations culturelles, etc. Qu'est-ce qui se passe quand les 2 butent l'un sur l'autre dans les cours de justice? Alors en général, ça se passe comme ça. Une communauté veut ériger un érouve, donc tendre ses fils, n'est-ce pas, autour d'une esplanade, d'une place, d'un pâté de maison. Ils vont voir la municipalité et leur disent « Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous faire un contrat qui n'a aucune valeur dans le droit positif, qui nous dit « Cet espace est à vous, il est privatisé pendant 25 heures par semaine ». En général, les maires ne savent pas comment faire, les comités urbains ne savent pas comment faire, et en général, immédiatement, il y a une hostilité en disant « Mais non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas privatiser un bout de l'espace public, ça n'existe pas, c'est impossible ». Et là, très souvent, on va devant la justice pour dire « Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est incompatible avec le droit ?» Donc moi, j'ai regardé les cas très précisément de la manière dont ça s'est joué. Alors généralement, la bataille a été inégale, bien entendu, car les règles du droit sont, je vais le dire à l'envers, les règles de la loi, donc des commandements, sont appréciées par le droit et dans le langage du droit. Seul le langage du droit est en quelque sorte audible devant des cours de justice. Donc il fallait que les communautés traduisent, fassent comprendre ce qu'elles veulent exactement, dans l'autre langage, celui du droit. Et généralement, le droit a été victorieux, même si tous les érouvines ont été approuvés. Pourquoi ? Parce que nous sommes sans doute devenus un peu aveugles à un certain nombre de faits. D'abord, la rencontre entre 2 nomoi, comme dit Cover, entre 2 types de droits, de lois, n'est pas une rencontre seulement technique, où il y a d'un côté la technicité du droit et la jurisprudence, et de l'autre des commandements qui ressemblent à des histoires mythiques, etc. C'est une rencontre culturelle, c'est une rencontre où il faut traduire, où il faut parler. Or, nous ignorons généralement la dimension aussi culturelle du droit, n'est-ce pas ? Le droit mais ça les juristes d'entre vous le savent très bien, il y a une dimension évidemment culturelle du droit et du façonnement du droit.
Or, on fait comme si c'est la religion qui fait partie de la culture, alors que le droit est l'arbitre neutre, n'est-ce pas, qui arbitre entre différentes versions. Et il se trouve que, la plupart du temps, la tolérance du droit démocratique ou du droit libéral s'arrête très vite, c'est-à-dire s'arrête là où il ne comprend plus, où il faut creuser, où il faut expliquer exactement à quoi correspondent ces pratiques qui paraissent si étranges. Et du coup, le droit apparaît très souvent comme un protecteur bienveillant et paternaliste qui tolère quand ça ne le menace pas et qui ne tolère plus lorsqu'il sent qu'il est menacé, sans doute et souvent pour de bonnes raisons. Mais en tout cas, il est la plupart du temps juge et partie, parce qu'il parle le langage apparemment de la neutralité. Bon. La question donc qui a été portée devant les juges est qu'est-ce que vous pouvez accepter? À partir de quand est-ce que votre propre vision du droit et de l'espace public, bien entendu, est altérée? Jusqu'où pouvez-vous aller pour accommoder cette pratique-là qu'on vous demande d'accommoder? Ce que les dialogues entre les uns et les autres, d'ailleurs il faut que j'ajoute une chose importante, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui s'est joué entre communautés juives et non-juifs. Les batailles les plus fortes étaient à l'intérieur des communautés juives. Les juifs moins orthodoxes contre les juifs plus orthodoxes, les juifs contre les juifs, enfin comme toujours, et beaucoup plus qu'entre juifs et non-juifs. Donc ce n'est pas une histoire de communautés juives qui sont en bloc opposés à des juges ou à des jurés ou à des comités qui devaient juger de la recevabilité de leurs demandes. Bon. Qu'est-ce qui a été très intéressant en regardant les débats, et ce qui est vraiment l'art de la démocratie de jouer avec les règles, c'est que, les juges, la justice démocratique, libérale, devaient se gendarmer, et elle l'a fait, pour ne pas légiférer et juger à l'intérieur de la loi juive. Et ça, c'était tout à fait intéressant, parce que la plupart des opposants disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ces pratiques rétrogrades qui sont consignées quelque part dans des textes religieux ? C'est ridicule. C'est ridicule. » Ça a souvent été dit. Et les juges ont été à la fois très dignes et très ouverts, et ont à chaque fois résister à cette tentation du jugement ou à cette tentation de dire « mais cette loi, aujourd'hui, vous êtes des antimodernes, nous vivons au XXIe siècle, adaptez-vous aux règles de la laïcité, dirait-on ici, ou aux règles du sécularisme américain ». Deuxièmement, ceux qui demandaient, donc les communautés ou les porte-paroles des communautés juives, devaient accepter de parler en libéraux ou en démocrates, c'est-à-dire devaient avancer pour justifier leurs propres pratiques indigènes, comme je disais tout à l'heure, eh bien devaient accepter de les énoncer, de les traduire, de les faire comprendre dans un langage compatible avec le langage du droit séculier. Bon. Avec quelque chose qui est audible pour le droit. Et enfin, il a fallu déjouer quelque chose de tout à fait important, et aux États-Unis en particulier, eh bien le biais, disons, de l'espace normatif légitime. L'espace normatif légitime, c'est l'espace chrétien. Donc personne n'est évidemment heurté par l'existence d'une église ou par des signes religieux dans l'espace public, encore qu'aux États-Unis, il y a un certain nombre de débats et de cas célèbres, mais les Rouves posaient problème. Pourquoi ? Il était par exemple tout à fait licite d'attacher des décorations de Noël sur les fils de l'Hérouve au Canada, mais l'Hérouve lui-même ne l'était pas. Bon, pour vous dire la différence entre les deux appréciations. Depuis 30 ans, citation d'un des... Parce que j'ai interviewé beaucoup d'adjuvants de l'Hérouve, et là, un monsieur anglais m'a répondu ceci. « Depuis 30 ans, ma femme et moi mettons un très grand arbre de Noël dans la baie vitrée de notre maison, couple juif, bien entendu. Cela a, j'ose le suggérer, procuré un grand plaisir à la communauté. L'Hérouve créera, je pense, l'effet exactement inverse. » Donc là, l'espace normatif légitime, celui qui montre l'intégration, l'assimilation, l'anglicisation des juifs anglais, est l'image de l'arbre de Noël, et certainement pas les roues. Donc la plupart des juifs dits assimilés ou qui se disent eux-mêmes, je parle en sociologue,
assimilés, étaient absolument hostiles à l'installation de l'Hérouve, dont ils craignaient qu'il allait les singulariser et de les mettre à l'écart de la communauté nationale. Bon. Cela étant dit, les tribunaux, pour un machin comme l'Hérouve, avaient très peu de repères normatifs pour en juger. D'autant moins que ce n'est pas une pratique intrusive, vous le voyez, on les voit à peine, ce n'est pas quelque chose de massif, de visible, et qui soulève des questions de tolérance tout à fait inédites. Comment distinguer une série de fils invisibles de manifestations vraiment massives qui altèrent l'espace public, qui altèrent le paysage urbain. Alors comment ça s'est joué devant les cours? C'était tout à fait intéressant. Il y avait 3 registres d'argumentation possibles, et les 3 ont été adoptés tour à tour et dans des lieux différents, et pour des raisons différentes. Le premier registre était tout à fait intéressant. Je l'ai appelé, peu importe les gros mots dans le livre, hétérologique, peu importe. En gros, ça voulait dire ceci, les représentants des communautés juives allaient devant les cours de justice et disaient « Ma religion me le demande, j'obéis au commandement, je n'ai de compte à rendre à personne, si vous ne comprenez pas la signification de l'Hérouve, c'est pas grave, c'est mes commandements, il faut que vous acceptiez ou acceptez de nous donner cela. » Donc c'était une justification en quelque sorte ésotérique, c'est-à-dire vous n'avez pas à comprendre, il me le faut. Bon, c'était une lecture religieuse du texte religieux, si vous voulez. Mais très vite, cela bute sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la nécessité de traduire. La loi juive, je vous donne une citation. La loi juive est très compliquée. Ça c'est un rabbin aux États-Unis qui m'a dit ceci. La loi juive est très compliquée. On était conscient qu'on expliquait à des gens qui n'en avaient aucune idée. C'est difficile de trouver les mots pour exprimer l'idée d'un Hérouve. À la fin, on a dit « on ne peut pas vous expliquer ou vous ne le croirez pas ». On l'a présenté comme une chose dont la communauté a besoin, et pourquoi on en a besoin, c'est notre affaire. Dixit donc le rabbin que j'ai interrogé. On veut juste que vous respectiez le fait que nous comprenons. Ce n'était pas une stratégie très efficace. Il y avait une deuxième logique, un deuxième registre d'argumentation, déjà plus efficace, qui a été adopté aussi, qui était une explication depuis l'intérieur, mais adressée à un public plus large. C'est-à-dire, on est tous égaux, tout le monde est capable de comprendre, on va essayer de vous expliquer exactement ce que nous voulons et ce que signifie l'Hérouve pour nous. Il y a une rationalité interne que tout le monde peut comprendre. Bon. Donc là, on est dans une justification logique et audible pour toutes les parties, doublement judicieuse de la part des communautés, et qui évitait justement les remarques du type c'est faux, c'est anti-moderne, c'est ridicule, c'est une métaphysique qu'on ne comprend pas, etc. Donc c'est une sorte de traduction pédagogique des commandements religieux, plus efficace. La troisième était absolument la plus efficace et qui a emporté la bataille dans la plupart des cas, qui est une justification des pratiques de la loi, avec un grand L, donc des commandements, mais dans le langage de la raison publique. Pourquoi est-il important? Et pour des raisons acceptables et compatibles avec la raison publique, que vous nous donniez un Hérouve. Et là, les arguments étaient relativement simples à trouver. Par exemple, l'argument de l'égalité. L'égalité entre les hommes et les femmes. Une femme orthodoxe, lorsqu'elle ne peut pas pousser ses enfants, lorsqu'elle ne peut pas sortir de la maison, eh bien, est cloîtrée à la maison pendant les 25 heures que dure le Shabbat. L'Hérouve lui permet de sortir et donc d'être une citoyenne à part entière ce jour-là comme les autres jours, avec ses enfants. Ça, c'était un argument relativement aisé à trouver et par ailleurs juste. Bon. Donc là, c'est une lecture non pas ésotérique, mais exotérique, véritablement adressée aux juges. Tout à fait intéressant. Et c'est là où on voit que pour ce type de débat, et on peut le transposer peut-être à d'autres types de dialogues qui se jouent entre des groupes religieux et l'État en général, il faut des individus bilingues. Il faut des passeurs, il faut des individus bilingues exactement, qui traduisent à l'usage d'un public plus large que celui de la seule communauté. C'est pour ça aussi que l'Hérouve a obligé les communautés à aller
en dehors de leur propre communauté pour faire passer, pour faire comprendre quelque chose qui est important pour eux. Alors tout ça est à la fois intéressant en soi d'observer comment ça s'est passé et permet aussi peut-être de réévaluer un peu les vertus de la tolérance de nos démocraties vis-à-vis de la différence, vis-à-vis de communautés qui vivent dans l'entre-soi, parce que c'est quand même de cela qu'il s'agit. Ce sont des communautés qui vivent à l'écart pour des tas de raisons, des raisons de commensalité, des raisons de familiales, etc. Tout à fait, non pas en vase clos, mais qui vivent dans leur monde. Alors comment tolérer non pas le fait qu'il y ait des individus qui volontairement vivent de manière communautaire, bon, ça en bon libéral c'est quelque chose que nous acceptons, mais comment du coup accepter qu'il faille donner quelque chose de plus, c'est-à-dire un bout de territoire urbain, même si la configuration du territoire, de l'espace urbain ne change absolument pas pour tous ceux qui ne sont pas juifs, puisque un, ils ne se rendent peut-être même pas compte, et deux, ça ne les entrave en rien dans leur propre existence. Mais ça ne s'est pas joué comme ça. La plupart des opposants étaient extrêmement en colère et pensaient qu'il y avait une tâche métaphysique qui allait se poser sur la ville, et c'était quelque chose d'intolérable pour quelqu'un d'un brin laïque. Sur la tolérance, justement, donc, quelles sont les leçons sur la tolérance ? En général, on dit être véritablement tolérant, c'est tolérer ce qui est proprement intolérable. Sinon, la tolérance n'a pas de sens. Sinon, c'est une acceptation, c'est quelque chose d'un peu mou. Si on est véritablement tolérant, on tolère quelque chose qui fait davantage que nous agacer, quelque chose qui nous est véritablement intolérable. Alors la tolérance, il y a plusieurs manières de la comprendre. Il y a une tolérance qui serait une tolérance permission, où la majorité décide de manière déséquilibrée d'accorder ceci ou cela à la minorité. Donc c'est une relation verticale, non réciproque. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le droit, n'est-ce pas, qui est à la fois juge et partie et qui est en apparence dans la neutralité et qui accorde à la minorité ce qu'elle, ou pas d'ailleurs, ce qu'elle souhaite obtenir. Il y a une deuxième acception qui serait la tolérance-respect, qui serait quelque chose de plus équilibré, fondé sur la réciprocité, qui en ce sens ferait peut-être même partie d'une véritable théorie de la justice. Une tolérance qui irait dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tout est justifiable pour peu que tout le monde comprenne et que l'on négocie ce qui n'altère pas significativement le lien citoyen. Donc une tolérance qui ne se réclame pas d'une vérité supérieure, mais qui est dans le dialogue. Le problème, c'est, avec les Rouves, c'est évidemment la particularité du lien religieux qui fait faire cette demande par les communautés. Et c'est le fait que ce soit une demande religieuse ou émanant d'une communauté religieuse dans des pays qui célèbrent la laïcité chez nous ou le premier amendement aux États-Unis qui posait un véritable problème. C'est-à-dire comment manipuler la catégorie de la religion en plus de cet empiètement, disent les opposants, sur l'espace public. On peut dire, d'une part, pour ceux qui sont dans la laïcité la plus stricte et la plus rigoureuse, que les lois générales, les lois généralement applicables qui pèsent involontairement sur les minorités sont défendables, mais celles qui privilégient volontairement les minorités, ici mes communautés rabbiniques, ne le sont pas. C'est ce que dirait un rigoriste de la laïcité. Bon. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je crois que la laïcité elle-même peut être conçue de manière plus souple. Moi, je propose dans le livre un modèle que j'appelle la tolérance affirmative, qui est bâti sur le terme de l'action affirmative, c'est-à-dire la discrimination positive aux États-Unis, où la tolérance n'est pas comprise comme servant une minorité par la grâce de la majorité, mais où la pratique, en fait, est bénéfique pour l'ensemble de la société. Pourquoi pour l'ensemble de la société ? Parce que
ce n'est qu'en acceptant un certain nombre ce n'est qu'en faisant un certain nombre de concessions que tous les citoyens, et ça c'est une idée républicaine, que tous les citoyens peuvent aussi se reconnaître dans les institutions. C'est-à-dire c'est en donnant, c'est en acceptant de faire des concessions, mais qui sont encore une fois compatibles avec le droit public et avec notre conception de l'espace public, qui permet de ne pas aliéner des communautés et qui leur permet de se reconnaître dans les institutions. Bon, on pourra peut-être en discuter tout à l'heure. C'est une manière pas très coûteuse, d'égalité équitable en quelque sorte, où on va un tout petit peu davantage dans le sens des communautés. Il n'y a peut-être aucune raison, pour le dire encore autrement, que les motifs religieux aient une préséance sur d'autres motifs, des motifs de conscience par exemple, dans la demande des communautés. Mais il n'y a aucune raison non plus pour que les demandes soient invalidées parce que ce sont des demandes religieuses a priori. Voilà. Il faut tester à chaque fois contextuellement leur compatibilité avec ce que nous demandons à l'espace public d'être. Alors, quelques illustrations intéressantes de ce modèle, qui sont encore une fois des citations, soit des bouts d'interviews avec des individus avec qui j'ai parlé, soit des extraits de presse. À Los Angeles et à Boston, l'Hérouve est absolument gigantesque. Il couvre presque toute la ville. Et la maire de Sharon, qui est une banlieue de Boston, dit: la discussion sur l'Hérouve a été calme. Les pouvoirs communaux n'ont enregistré aucune plainte dans la mesure où les Juifs de la région en ont conçu l'idée il y a 15 ans déjà. En fait, Juifs et non-Juifs vantent l'Hérouve comme symbole du caractère œcuménique de la ville, qui en plus de ses 7 synagogues, compte 9 églises et une mosquée. Bon, voilà une manière intéressante de le dire. Quelquefois, l'Hérouve a même été justifié au nom du principe de solidarité. Donc c'est une lettre du lecteur, d'une lectrice à un journal de Palo Alto qui dit « J'aimerais suggérer que l'Hérouve n'est pas seulement inoffensif, mais une contribution positive à la communauté plus large. » Et elle finit « On devrait certainement avoir un Hérouve pour la même raison qu'on devrait bénéficier d'une couverture médicale universelle ou des crèches et des garderies parce que ça aide les gens. Ce n'est pas une grande faveur qu'on leur fait. » Bon. Quelquefois, c'est même un outil au service public. Avant-dernière citation. Le maire d'Outremont, donc, dit, Outremont, c'est une commune au Québec où la bataille a été particulièrement rude, cette Hérouve et les parties qui sont comprises dans la ville d'Outremont sont considérées comme étant dans l'intérêt public de ces résidents juifs. L'intérêt public de ces résidents juifs. C'est une formulation intéressante. Et là, je vais vous faire deviner qui a dit ça. J'adore cette citation. Maintenant que vous avez construit cette Hérouve à Washington, le territoire qu'il couvre inclut, c'est vrai, le Capitole, la Maison-Blanche, la Cour suprême et beaucoup d'autres bâtiments fédéraux. Donc il y a des fils autour de tous les bâtiments fédéraux américains. Donc on peut porter, etc., dans cet espace-là. En autorisant les familles juives à passer plus de temps ensemble le jour du Shabbat, on les autorise à jouir davantage du Shabbat et à promouvoir les valeurs traditionnelles de la famille. Et il permettra à la communauté tout entière de Washington de vivre une vie meilleure et plus pleine. Je considère cet ouvrage comme une belle réalisation. George W. Bush, lors de l'inauguration de l'Hérouve. Tout à fait intéressant. Bon, c'est un chrétien d'une nature un peu particulière, mais voilà. Je voudrais passer, pour illustrer ce que je viens de dire, dans le temps qui me reste, à un autre couple qui est celui de l'espace et du territoire. Dans les débats, comme vous avez pu le voir, tout est à propos d'espace. Tout. Et bon, ça c'est une propriété des humains en général. On dessine des frontières partout, autour de notre propre personne, autour de notre famille, autour de notre groupe d'amitié, autour des États, autour des... Bon. Manifestement, l'espace est naturellement conçu comme un espace à somme nulle. Bon. Autrement dit, ce qui m'appartient ne peut pas t'appartenir. Ce qui est à l'un ne peut pas être à l'autre. Et c'est exactement comme ça que cela s'est joué. C'est-à-dire, ce petit fil-là ôte et prive
les autres citoyens urbains d'une partie de leur territoire, si on le donne, si je puis dire, à la communauté juive pour un usage limité dans le temps. C'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on sait sur les villes polyglottes, multiethniques, modernes, etc. C'est parce que, me semble-t-il, on fait une confusion entre espace et territoire, conceptuellement une confusion. Tant que l'espace urbain est conçu comme étant soumis à une souveraineté unique, celle du public en l'occurrence, il ne peut pas être partagé, il ne peut pas être conçu comme partageable. Et l'implantation d'un érouve a très souvent été, dans presque tous les cas que j'ai regardés, comme un envahissement, comme une prise de territoire, comme une colonisation, a-t-on dit quelquefois, et un territoire qui est possédé de manière unilatérale par une communauté, malgré sa quasi-invisibilité. Donc les défenseurs devaient montrer qu'ils ne voulaient pas occuper le territoire, mais qu'on avait affaire à un espace mixte qui pouvait souffrir plusieurs interprétations, plusieurs lectures de l'espace. Le débat sur les poteaux, dit un de mes interlocuteurs à Londres, a été un substitut du débat sur les minorités et de ce qui est considéré comme comportement permissible ou non. Ici, plus qu'ailleurs, le cadrage juridique est apparu comme le voile pudique ou hypocrite recouvrant la vraie question, la présence de la communauté orthodoxe dans le quartier, source de transformation de la ville. Et une des phrases les plus souvent répétées était « D'abord, ils font leur érouve, après les prix des maisons baissent, et ensuite, on a des quartiers exclusivement orthodoxes et plus du tout des quartiers mixtes. » Pire, pour certains des opposants juifs, les remarques qui suivent. Passer sous les ponts, entrer dans le ghetto de Barnet, c'est dans le nord-est de Londres, serait comme entrer dans un camp de concentration, dit un des opposants juifs, bien entendu. Et puis, dans le Daily Mail, le Daily Mail, le journal britannique, en s'appuyant sur une photo extraite du film de Spielberg, La liste de Schindler, le Daily Mail assimile la création d'Hérouville à une création volontaire de ghettos, comparable donc à l'enfermement des Juifs dans les ghettos nazis. Et le thème revient souvent dans les lettres aux lecteurs. Voici un extrait d'une lettre de lecteur au New York Times. « Si les poteaux et les fils sont effectivement montés, chaque fois que nous regardons par la fenêtre de notre chambre ou de notre salon, nous devrons faire face au rappel des poteaux et des fils des camps de concentration. » Même chose à Sydney, ma femme et moi étions étonnés de découvrir que nous vivons maintenant dans un véritable et authentique ghetto juif. Bon. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que, encore une fois, ce n'est pas une bataille juif contre non-juif, hein, c'est une bataille qui engage bien davantage que cela, c'est-à-dire le caractère symbolique de l'Hérouve, la compréhension de l'espace urbain, le vivre ensemble, pour le dire avec un mot à la mode. Alors j'ai essayé de comprendre à quoi correspondent ces remarques et pourquoi autant de violence à la fois plutôt contre, et pourquoi tant d'engagement pour un Hérouve, en dehors des questions pragmatiques dont je parlais tout à l'heure. Alors je crois qu'il y a trois explications. La première tient à la manière dont nous sommes citoyens, je crois, nous tous. Le quartier, l'Hérouve est en général autour d'un quartier. Le quartier, c'est l'image miniature de l'État, d'une certaine manière. C'est notre espace de référence. Et les Juifs anglicisés dont je parlais tout à l'heure, avec l'arbre de Noël, pensaient que l'Hérouve n'a pas respecté les règles du jeu. Ils le voyaient comme anti-britannique et le détestaient pour cela et pensaient qu'il les privait de leur lien privilégié de citoyen à État. Deuxième explication tient, me semble-t-il, au fait de pouvoir nommer très exactement, de saisir le sens de l'Hérouve. Et là, ce n'est pas le lien citoyen qui est questionné, mais plutôt le contrat social, plus généralement. Le territoire est confondu avec, comme je disais tout à l'heure, avec l'espace. La souveraineté est confondue avec la propriété.
Or, encore une fois, un usage différent peut avoir des significations tout à fait différentes. Et la plupart des interlocuteurs, lorsqu'on les poussait un peu, disaient quelque chose de l'ordre « les Rouves rejouent le contrat social à l'échelle du quartier ». Ils rejouent quelque chose qui est de l'ordre du consentement, et un consentement qui est décidé ailleurs, non pas par les citoyens, mais par les cours de justice, et c'est illégitime. C'est comme une juridiction religieuse sur un bout de quartier, sur un bout de ville, qui apparaissait totalement illégitime à un certain nombre de citoyens. Ces frontières physiques, dit un des opposants, vont inclure environ 80 000 personnes, et la grande majorité d'entre eux n'ont aucun désir de vivre dans un domaine privé juif. Voilà le type d'opposition qu'on pouvait avoir. Troisième explication, non pas citoyen, non pas contrat social, mais plutôt nation. Je pense que l'espace national plutôt que le territoire de la nation. C'est-à-dire que ici, je crois que les Rouves butaient ou fragilisaient quelque chose qui était de l'ordre de la solidarité particulière qui se joue au sein d'une nation. Donner un sens à l'espace, que ce soit l'espace national ou même le quartier dans une ville, c'est partager spatialement des expériences historiques. Et là, il y avait quelque chose qui n'était pas partageable pour les opposants, qui ne pouvaient pas s'identifier à cette privatisation d'un bout du territoire public. Et donc le symbole a été... on a rejeté davantage que les fils qui ne dérangent véritablement personne, le symbole que charriaient les Rouves. Et au Canada, où les batailles ont été très vives, c'est une dernière citation que je vous livre, elle est absolument magnifique, il s'agit d'une construction de l'esprit, donc un opposant très virulent, un journaliste d'ailleurs qui a passé des années à écrire quasiment toutes les semaines un article contre les Rouves, et qui a les photos, qui était très très militant, disons. En tendant un fil sur le fait des arbres et en l'accrochant au poteau de téléphone, les chassidim, donc les juifs orthodoxes, une branche, croient ou imaginent qu'ils agrandissent leur espace domestique. Ce fil traverse les ruelles et les rues sans égard pour ceux qui habitent les lieux, créant pour ainsi dire un espace virtuel. Jusque-là, pourquoi pas. Évidemment, les citoyens qui ne sont pas juifs chassidim, mais chrétiens ou incroyants, sont symboliquement enfermés dans cet espace et réagissent avec violence. Pourquoi ? Le fil de les Rouves ne les blesse pas, le symbole les enrage. Nous ne sommes jamais à l'abri d'un abus symbolique. C'est magnifique, un abus symbolique, c'est absolument magnifique. Bon, donc voilà les oppositions. Donc ce qui appartient à l'un, comme je disais tout à l'heure, ne peut pas appartenir aux autres. Ou plus exactement, ce qui nous appartient, nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas le partager. On ne peut pas imaginer un espace qui multi-appartienne en quelque sorte, parce que les cartes cognitives, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les expériences historiques, ne se superposent tout simplement pas. Les Rouves dessinent un sens du non-lieu, un lieu pas partageable. Alors, ce qui est intéressant, je pourrais vous donner d'autres citations, mais je vais pas le faire. Je vais plutôt finir. Mais concevoir un espace comme étant soumis à une souveraineté, c'est une fausse lecture à la fois de l'imaginaire juif et de la demande juive. Et c'est une pensée impériale ou impérialiste en quelque sorte que de confondre espace à lecture multiple et territoire soumis à une souveraineté unique. Et encore une fois, les Rouves n'est pas un enfermement, ça c'est en Israël, donc c'est un peu différent, je pourrais y revenir tout à l'heure. Ici par exemple sur la plage, on joue au beach volley par-dessus c'est pas très orthodoxe, hein, mais c'est ce qui se fait, par-dessus les fils de les Rouves. Ça c'est le contrôle par exemple, tous les vendredis soirs, il faut contrôler que le circuit soit bien fermé, c'est-à-dire bien que ce soit des portes ouvertes, et bien que ce soit des fils tendu en l'air, il faut néanmoins vérifier que l'espace est clos, si je puis dire, c'est-à-dire si les fils sont bien continus. Donc sur votre... Ah oui, vous ne le voyez pas. Voilà, là vous voyez, ça c'est en Israël, quelqu'un qui généralement le chazan ou le rabbin, qui contrôle si les fils sont bien clos. Donc là, c'est anciennement Outremont, donc c'est la ville au
au Québec, où la bataille a été si rude. Bon, ça c'est un ancien. Ce qui est intéressant dans celui-ci, c'est qu'il est tendu sur une des gargouilles de l'église anglicane, donc c'est plutôt marrant. Ça c'est un autre type d'érouve, peu importe. Mais voilà. Donc les espaces sont quelquefois, ça c'est celui de Jérusalem, c'est quelquefois très 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 vaste comme territoire délimité, mais comme espace qu'on souhaite ouvert. Ça, c'est intéressant. Mais ça, c'est la version plus hard, si je puis dire, en Israël, où effectivement on signale aux individus et aux femmes en particulier si l'érouve est bien clos et si on peut donc bien faire ce qu'on a habituellement le droit de faire à l'intérieur de l'érouve. Si le statut de l'érouve, il y a des sites internet d'ailleurs, hein, donc en général dans les grandes villes, on va sur un site pour savoir si, par exemple aux États-Unis, à New York, il y a un site qui s'appelle Eruv Up. Si le Eruv est up, on peut, et sinon on ne peut pas. Voilà. Et puis quelquefois il y a des panneaux plus agressifs qui vous signalent que vous sortez ici de l'espace de l'érouve et que donc il faut faire attention à ce que vous faites. Et ça c'est intéressant parce que l'hôpital de Queens à New York, dans l'État de New York et à New York, est à l'intérieur d'un érouve, ce qui permet du coup d'opérer, par exemple, et de faire toute une série de choses qu'on ne pourrait pas faire si l'hôpital n'était pas enclos, si je puis dire, dans l'érouve. Bon, je vais finir. Alors, comment lire cette chose-là, qui manifestement est controversée, qui est une tâche métaphysique sur la ville, qui est contestée, mais qui est désirée par un certain nombre de communautés qui elles-mêmes sont des communautés qui vivent plutôt dans l'entre-soi. Que faut-il conclure de ma lecture, ou est-ce qu'il faut être d'accord avec moi sur le caractère plutôt nouant que séparant de cette frontière-là? Moi, j'y tiens. Moi, je pense que c'est une frontière qui noue davantage, même si l'érouve est évidemment, à l'évidence, fait pour les juifs rabbiniques d'abord, qui vivent dans leur communauté. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il oblige, certains ne le veulent pas, mais bon, ceux qui demandent un érouve, eh bien, il oblige la communauté à engager la conversation avec les autorités municipales, à négocier l'implantation de l'érouve et donc à traduire leurs préceptes et donc à partager un espace. Et c'est obtenu par cette chose toute simple et toute bête qui est celle du loyer, qui est nécessaire pour que l'érouve fonctionne et qui engage donc dans une sorte de paradigme de coopération, dans un paradigme d'entente nécessaire pour pouvoir obtenir un érouve. Et du coup, ce qui est fascinant, c'est que l'érouve, du coup, n'est pas possible, il ne peut pas exister, c'est la seule chose dans la tradition qui obéit à cette règle, sans la participation de l'étranger au sens du non-juif. Ce qui, du coup, si on y réfléchit bien, donne un pouvoir extraordinaire à l'étranger, puisqu'il est capable de faire et de défaire l'érouve et, par conséquent, presque la communauté. Donc c'est donner un pouvoir volontairement, bien entendu, c'est de céder un pouvoir volontairement très important à ceux qui ne font pas partie de la communauté en les engageant, en les invitant à ce dialogue. Et en ça, c'est une des choses qui me fait dire que c'est une frontière très particulière. Je ne sais pas si les enseignements sont véritablement transposables, mais par ce biais-là, et nous. Alors, dernier mot, c'est donc une communication pragmatique qui fonctionne par le truchement du droit. C'est-à-dire que le droit est le médiateur entre la communauté et, disons, le public plus large. Et c'est par le droit que les individus s'engagent dans ce paradigme coopératif dont je parlais tout à l'heure. Donc, on pourrait presque dire, paradoxalement, que c'est une frontière qui efface les frontières, et c'est ça la beauté de l'érouve d'une part, et c'est la beauté de la démocratie libérale d'autre part, c'est-à-dire que là où, et on le voit, où il faut véritablement protéger de manière rigide l'empiètement
du public sur le privé, et réciproquement, la démocratie ferme les portes. Là où, au contraire, il faut garantir la libre expression du religieux lorsqu'il ne contrevient pas, évidemment, au droit, eh bien, il est capable de s'adapter, d'être plus souple et d'ouvrir les portes. Il y a peut-être une dernière leçon ou deux dernières leçons qu'on pourrait tirer de tout ça. Une dernière, allez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de grosses manifestations ou de grosses bâtisses énormes pour susciter des réactions violentes. Un simple fil fait l'affaire. C'est en quelque manière une leçon sur le racisme ordinaire. Il n'y a pas besoin d'avoir... Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est le symbole qui l'emporte sur, finalement, l'aspect physique massif d'une pratique. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci beaucoup donc pour ces remarques. Comme le veut la tradition, je lancerai un peu la discussion avec une ou deux questions de ma part, avant bien sûr de laisser la parole à la salle. Première question qui me venait à l'esprit en vous écoutant et en pensant parmi les pays dont vous parlez à celui que je connais un peu, il s'agit des USA. Il me semble que ce n'est pas un hasard si vous avez choisi comme cas d'étude le Royaume-Uni, les USA, le Canada, pas la France, ni d'autres pays qui partagent la tradition juridique française. Il y a, et ça me semble important, aux USA, et je pense également au Canada, mais restons aux USA, une tradition qui est plus que tradition, une interprétation du droit constitutionnel américain qui demande, c'est le terme anglais, l'accommodation de la pratique religieuse, mais qui met des frontières, justement, pour reprendre votre terme. Cette accommodation, néanmoins, est presque impérative quand elle est peu coûteuse, quand ça ne coûte rien à la communauté. Et si, et là je vous pose la question, parce que d'autres exemples semblent l'indiquer, si le juge estime que la communauté en question est méritante, si le juge estime que la communauté en question se comporte, entre guillemets, en bon citoyen, dans ce cas-là, pourquoi pas, où est le mal ? Je pense à des cas qui relèvent de l'enseignement, le droit accordé à certaines communautés de ne pas mettre leurs enfants à l'école publique. Et où justement cette question, finalement, ce sont des bons citoyens qui, dans leur vie ordinaire, se comportent de manière correcte. On peut donc leur accorder ça. Ce n'est pas un cadeau qu'on leur fait, ça fait partie de notre propre identité en tant qu'Américains. C'est une notion qui nous en dit autant, sinon plus, sur le droit et la culture anglo-saxonne que sur la demande très particulière de cette communauté juive très particulière. Deux choses. Merci pour cette question, pour ces deux questions. Ce n'est pas que j'ai volontairement renoncé à la France. Il y a un Hérouve en France, à Strasbourg, et très paradoxalement, alors qu'on n'est pas dans un pays de common law, on est certes dans la zone concordataire, les Hérouves de Strasbourg ne posent aucun problème. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que je me suis longtemps entretenue avec le grand rabbin du Bas-Rhin qui m'expliquait que personne n'a jamais contesté les Hérouves de Strasbourg. Tout le monde sait où il est, il existe, il y a une tradition d'entente alors que je vous rappelle que dans la même région, les cimetières sont régulièrement profanés, donc ce n'est pas une région qui est vide de tension. Mais l'Hérouve lui-même n'a jamais posé de questions. Sur votre deuxième question, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit le caractère méritant de ces citoyens qui l'a véritablement emporté. Pour une raison
double. La première, c'est que ce sont des communautés qui ne participent en rien à la vie publique d'une certaine manière, qui ont leurs écoles, qui ont leurs quartiers, qui sont dans une interaction très limitée avec le reste de la population, mais qui, et ça a beaucoup agacé les juges d'une certaine manière, savent utiliser le droit de manière parfaitement utilitariste. C'est à ça que sert le droit aussi d'une certaine manière. Hein. Je l'utilise lorsqu'il peut me servir. Donc le caractère méritant n'a pas toujours été le plus... Vous avez raison, pour les Amish par exemple, ou pour d'autres communautés qui vivent aussi volontairement dans la reclusion. Mais en l'occurrence, c'est pas... Les citoyens méritants au sens où vous l'entendez, je crois, sont plutôt les opposants, c'est-à-dire ceux qui étaient contre les roues. Je crois que vraiment ça s'est joué dans le dialogue dans les cours de justice, plus que pour des raisons d'accommodation plus faciles. Et là-dessus, vous avez évidemment raison, à la fois au Canada et aux États-Unis. Dernière question, si vous voulez bien, qui prend un peu le contre-pied des premières, et puis nous laisserons la parole. En écoutant la seconde partie de votre développement sur le partage du territoire, je me demande si vous avez trouvé, en parlant peut-être aux juges ou aux membres des communautés qui ne sont pas les communautés demandeuses, mais celles qui seraient prêtes à accepter ce geste, si vous avez jamais trouvé le discours suivant qui serait de dire... Finalement, est-ce que c'est une manière d'attirer dans le milieu public des personnes, je pense surtout aux femmes, qui justement resteraient sinon quasiment cloîtrées. Mais attention, pas du tout dans ce cas, dans le cas auquel je pense, par respect d'une tradition, mais presque le contraire, parce que est-ce que c'est la seule manière d'avoir quelque chance de socialiser, si on peut dire, ces personnes, sinon on ne les verrait jamais. Oui, c'est une excellente question. Il y a en fait deux mouvements. Le premier, consiste à... alors, il y a deux choses. Je réponds d'abord à votre question. Oui, ça a été très clairement... Il y a des associations de femmes qui militent très clairement pour les rouves parce que ça permet aux femmes qui sont sinon cloîtrées j'ai pas tellement vu pour les raisons que vous dites, c'est-à-dire ça leur permettra de se libérer du poids de leur propre communauté. Ça, je crois que c'est des décisions individuelles que les unes ou les autres prennent et peuvent prendre. Bon. Mais c'était plutôt pour la sociabilité. Donc il y a des tas d'associations féminines qui effectivement militaient pour que les femmes puissent sortir. Donc, et c'était aussi de la part des hommes. En revanche, un argument tout à fait stratégique vis-à-vis des juges. Bon, je vais m'arrêter là. Pendant que le micro circule, je complète la réponse que je voulais vous faire. C'est-à-dire que une des grandes critiques, et qui n'a rien à voir avec les femmes, mais qui a à voir avec la démographie orthodoxe, quand vous allez sur des sites d'agents immobiliers, par exemple, dans les villes où il y a une grosse présence juive, eh bien, il y a un certain nombre d'agents immobiliers qui annoncent l'existence d'un érouve. C'est-à-dire, vous pouvez venir habiter ici, vous serez tranquille, vous pourrez vivre votre foi de manière simple, ou plus simple, disons. Et ça a évidemment mis en branle tout un discours contre l'installation d'un érouve, par crainte des prix qui baissent, mais aussi par crainte de quartiers, comme je le disais tout à l'heure, qui deviennent très homogènes et où l'on vit encore plus dans l'entre-soi, où les magasins ne sont plus ouverts le samedi, etc. etc. Bonsoir madame. Je voulais savoir si ces érouves ou érouvines ont toujours existé, ou est-ce qu'ils sont récents ? Non, ça a toujours existé. L'origine remonterait à Moïse et au tabernacle où Moïse aurait dit à un moment « n'apportez plus de manne ». Et je vais très vite, mais une des interprétations était de dire on ne peut plus à partir de maintenant importer de l'extérieur, donc du campement des Hébreux,
de la manne, donc de la nourriture vers l'intérieur. Donc ça a toujours existé. Ça a existé dans la Russie tsariste, ça a existé dans l'Allemagne impériale, ça a existé. Pourquoi il n'y en a pas à Paris? Parce que les règles de construction sont très compliquées. Et donc dans les années 10, 20, début des années 30, il y a eu une correspondance rabbinique internationale sur le fait de savoir comment et où on pourrait implanter un érouve à Paris. Et après des échanges de lettres extrêmement longs et volumineux, la correspondance, ils ont finalement décidé que non, ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas faire des rouves à Paris. Parce que, il faut peut-être, c'est technique, mais c'est plutôt intéressant, dans la tradition juive, il n'y a pas que deux espaces. On est un peu bidimensionnels, nous autres, donc il y a l'espace privé et l'espace public. Dans la tradition juive, il y a 4 types d'espaces. Il y a l'espace public, il y a l'espace privé, il y a l'espace carmélite, comme on dit, qui est un espace mixte et qui est le seul espace capable de recevoir un érouve. Et puis il y a un quatrième espace qui est trop petit ou trop grand, donc inclassable. Donc on met de côté. Mais donc vous voyez, il est déjà dans l'espace juif, il est déjà mixte, et ce n'est que dans cet espace mixte qu'on peut construire un érouve. Donc oui, ils ont toujours existé. Ils ont toujours existé, mais autrefois c'était beaucoup plus facile parce que les villes étaient fortifiées. Et donc il y avait une entrée ou 2 entrées dans la ville, et donc il suffisait de fermer finalement les portes de la ville, par exemple Jérusalem. Le mur de l'enceinte de Jérusalem est un érouve. Et donc autrefois on fermait les portes, et du coup l'espace intérieur était l'espace de l'érouve. Donc pas besoin de fil dans ce cas. Oui, bonsoir. Je suis un peu perplexe. Je voudrais bien que vous redéfinissiez la notion entre l'espace public et le domaine public en France. Parce que le domaine public en France, il est inaliénable. Je vois mal un juge en dehors de la zone de concordat de légiférer sur l'autorisation administrative de concéder l'espace public, le domaine public. Je pense que c'est propre, vous le disiez un peu, au droit français, mais je vois mal un juge administratif prendre une décision dans ce sens, indépendamment du fait culturel ou religieux. Bien sûr, vous avez tout à fait raison, et aucun juge ne peut le faire, aucun employé municipal ne peut le faire, aucun maire ne peut le faire, personne ne peut le faire. Donc, là aussi, la négociation porte sur une promesse ou sur quelque chose qui n'a aucune valeur. Par exemple, à Strasbourg, il n'y a aucun papier. Oui, il n'y a pas de jurisprudence, en fait. Aucune. Voilà, aucune. C'est un accord oral, mais qui vaut pour la communauté juive. C'est pour eux que c'est important. C'est-à-dire que, par exemple... mais justement, à Strasbourg, il repose sur quoi? Sur un arrêté municipal? Sur quelque Absolument chose? pas, non. Ouais, sur rien. On n'a pas le droit. Sur la parole. Sur la parole. Donc les fils existent. Quand vous vous baladerez la prochaine fois à Strasbourg, vous les verrez. Et ils reposent sur la parole donnée et sur un loyer symbolique, mais qui n'est même pas encaissé, évidemment, et reçu par la mairie de Strasbourg, qui est une tzedaka, enfin c'est un système un tout petit peu compliqué, qui permet par la simple promesse d'un échange de paroles, de considérer cet espace-là. Personne d'autre ne doit le considérer comme un espace privé, n'est-ce pas? Il ne s'agit que de la communauté qui le conçoit comme ça. Et pour eux, il est suffisant que la promesse ait été faite. En dehors de la zone du concordat, je ne suis pas sûr s'il n'y a pas une association, j'allais dire, laïque, qui attaque, si ça serait défendable. Mais c'est évidemment ce qui s'est fait partout ailleurs. Et c'est pour ça que les maires étaient si démunis, parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Mais les juges ont à chaque fois accepté non pas... Alors évidemment, dans les termes, ce n'est pas une privatisation de l'espace public, bien entendu. Dans les termes, c'est... on autorise la communauté juive à tendre des fils sur les poteaux pour lesquels elle est elle-même responsable et qu'elle paye elle-même. C'est-à-dire soit la communauté a... Oui, alors ce n'est pas le mobilier urbain, propriété publique, bien entendu. C'est généralement les communautés qui ont passé des accords avec Verizon, par exemple, des compagnies de téléphone et des choses comme ça, pour pouvoir tendre leurs fils. Donc ce n'est pas la propriété urbaine, mais c'est sûr... C'est ce que je voulais entendre. Voilà. Merci. Oui, vous avez dit que les rouves donnaient une importance particulière au pouvoir public dans la tradition juive, etc. Est-ce qu'on peut voir aussi dans l'autre sens le rapport en disant que les rouves a donné une importance particulière à la communauté orthodoxe par rapport aux conservatifs ou aux réformés aux États-Unis? Et donc, est-ce qu'il n'y a pas dans les rouves une perspective, une dimension qu'on pourrait appeler
identitaire. Ma question porterait sur la construction des érouves aux États-Unis, des érouvim aux États-Unis, à Boston. J'habite à Boston, je suis juif en plus, j'ai jamais observé. Mais je vais faire très attention, et je pourrais porter maintenant. Bon, bref. Et donc, et je me demandais justement s'il n'y avait pas une dimension identitaire dans le judaïsme, un judaïsme qui voulait affirmer son identité par rapport à ce judaïsme réformé ou conservatif qui s'était christianisé. Et l'arbre de Noël, en effet, est un symbole qui est admis par tous les chrétiens, on pourrait dire, puisqu'il est sécularisé, ce qui n'est pas le cas des érouvim, mais ce qui expliquerait pourquoi en Israël, les érouvim n'ont pas posé tant de problèmes, puisqu'il y a cette volonté... Pardon, je m'arrête tout de suite, mais ce que je veux dire, pourquoi en Israël, c'est une question si importante aussi, parce qu'il y a cette volonté de dominer l'espace par les orthodoxes. On trouve la question pour le mur, le Kotel, aussi le mur des lamentations, la même question se pose, et ça expliquerait aussi ça porterait la réflexion également sur le refus des érouvim en dehors de la zone concordataire en Moselle, un certain rapport qu'on a à l'espace public, une certaine volonté qu'on a à ces mouvements plus ou moins identitaires. Je m'arrête là. Vous avez 2 fois raison. Alors, d'une part, oui, il y a évidemment une concurrence entre traditions, les massortis, mais en même temps, la dimension identitaire, dans toutes les communautés, il y a évidemment une dimension identitaire. Le fait est de savoir si cette dimension identitaire doit jouer ou sert politiquement. Voilà. Et aux États-Unis, il y a deux réponses, me semble-t-il, à votre question. La première, elle sert lorsque les juifs orthodoxes peuvent, par exemple, aux États-Unis, fonder des communes et vivre quasiment en autarcie et obtenir même des fonds publics pour faire fonctionner leurs écoles. Dans ce cas-là, oui, très bien. Mais d'autre part, lorsqu'on regarde, par exemple, la visibilité des chassidim, ils n'ont pas besoin d'un érouv pour être visibles. Non, mais ça, c'est important. C'est-à-dire que ce n'est pas l'érouv qui les rend visibles. Il rend éventuellement les femmes un peu plus visibles le Shabbat, mais c'est tout. C'est un tout petit peu différent. Alors sur Israël, c'est tout à fait fascinant ce que vous dites, et c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que à Jérusalem, c'est une bataille de territoire, mais incroyablement violente. Moi, j'ai interviewé c'est dingue d'ailleurs, un professeur de chimie de l'université hébraïque qui est un érouv vandale. Et qui a été... Non, mais il a eu un garde du corps pendant 2 ans pour l'accompagner à l'université, parce qu'il y a eu un pashkevil contre lui. Un pashkevil, vous voyez ce que c'est ? Enfin, pour ceux qui ne savent pas, c'est une annonce sous forme d'affiche, comme une fatwa, si vous voulez, une mini-fatwa, qui stigmatise un individu particulier. Donc, il ne pouvait plus se déplacer en dehors de chez lui. Ses enfants étaient harassés, etc. Bon. Et donc, lui se battait dans le dernier quartier encore laïque de Jérusalem, c'est-à-dire dans le sud-ouest, pour préserver l'espace de l'envahissement, donc ça marche aussi dans l'autre sens, des orthodoxes. Et qui, donc tous les vendredis soirs, allaient couper les fils, c'était pas très élégant comme démarche. Et donc, il a passé tous les vendredis soirs au commissariat à plutôt pactiser avec les forces de police. Mais donc, c'est absolument violent. Et là, la dimension identitaire du côté des laïcs au sens père fondateur est beaucoup plus importante, me semble-t-il, que chez les orthodoxes qui luttent contre les moins traditionnalistes aux États-Unis, il me semble. Merci. Bonsoir à tous. Je me pose une question. Je me demande quelle est la position, le ressentiment des membres des autres communautés religieuses à l'idée de se retrouver en plein milieu d'une enceinte religieuse étrangère active dans l'espace public. Ça, c'est la grande question. Effectivement, à Barnet, donc à Londres, les rouves s'appuient sur le mur de l'école d'une église anglicane. Bon. Donc ça posait un petit problème. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la présence physique et audible de symboles chrétiens font partie de notre espace normal et légitime, c'est-à-dire que les cloches sonnent tant de fois par jour, qu'il y ait des indications routières pour mener à telle ou telle église ou à tel temple nous paraît tout à fait normal, et les fils de l'érouve ne le sont pas. Et les opposants
ont déroulé un certain nombre d'arguments, dont le plus puissant était de dire exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire nous vivons dans un espace qui porte, comme je disais tout à l'heure, cette tâche métaphysique, donc dans un espace religieux. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ni même dans l'esprit des communautés juives. L'espace ne change pas de nature. Il ne change pas de nature. Ça reste un espace qui, tout simplement pour le bénéfice de certains qui en connaissent la signification, est délimité. Mais l'espace reste strictement le même. Et comme je le disais tout à l'heure, l'Hérouve n'est pas un mur religieux. Ses règles de construction et son usage sont consignés dans des textes religieux, mais le fil n'est pas religieux, c'est un fil. Donc c'est le symbole qui importe, d'où la citation que je vous ai lue tout à l'heure, avec un peu d'ironie, mais il ne faut pas sous-estimer évidemment le symbole, ce n'est pas ce que je dis, et je pense que la plupart des oppositions portaient justement sur le fait de vivre symboliquement dans un espace qui signifie autre chose pour une autre communauté. Mais après tout, pourquoi pas accepter qu'on ait, c'est ce que j'ai essayé de dire, qu'on ait des lectures différentes de l'espace dans lequel on se meut. Une synagogue, par exemple, on n'a pas besoin de... Bon, c'est encore une autre histoire, mais par exemple, c'est comme dire... Vous savez, quand il y a 10 hommes juifs qui se retrouvent à un endroit, ça s'appelle un minyan, c'est une synagogue sur roulette ou sur pied. Voilà, c'est une synagogue. Ce serait comme dire un rassemblement de 10 hommes avec des streimlim et des papillotes est un envahissement de l'espace public parce qu'en vérité, c'est une synagogue. Bon, c'est compliqué de dire ça. C'est compliqué de dire ça et moi, je plaide plutôt pour... Mais regardez, prenez un autre exemple, tout à fait différent. Castro, à San Francisco, le quartier gay de San Francisco. Est-ce qu'il y a une différence significative entre un quartier qui est plutôt hostile par rapport aux couples hétérosexuels qui s'y baladent et un Hérouve? Moi, je pense que Castro est sans doute plus hostile pour le visiteur qui s'y balade, parce que c'est une vraie territorialité, qu'un Hérouve. Je donne ça comme exemple pour nous faire réfléchir. Je n'achète pas l'argument de on vit dans l'espace d'une communauté étrangère. Les communautés religieuses sont aussi là pour être tolérantes et tolérer les autres. Bonsoir. J'aurais juste 2 précisions à vous demander. En fait, l'Hérouve est utilisé uniquement par les juifs orthodoxes. Et deuxièmement, quel est le pourcentage de juifs orthodoxes par rapport à la communauté globale? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Est-ce qu'il est utilisé seulement par les juifs orthodoxes? Oui. C'est-à-dire qu'il ne sert que les communautés les plus traditionnelles qui refusent de porter et de porter des livres ou de pousser pendant 25 heures. Ça dépend des lieux. Il y a des je ne sais pas si vous connaissez le Daily Show. Bon, si vous avez l'occasion, allez sur YouTube et regardez le Daily Show sur l'Hérouve. C'est absolument hilarant. Ça s'appelle The Thin Jew Line. Et c'est absolument hilarant parce que le journaliste demande à une boulangère si elle ne craint pas qu'avec l'arrivée de l'Hérouve, eh bien, toute sa commune, c'est dans les Hamptons, va devenir juive. Elle me dit, mais c'est déjà juif. Et c'est déjà une boulangerie cachère, c'est-à-dire que la proportion est quelquefois de 20, 30, 40%, mais pas d'orthodoxes. Donc ça dépend, c'est très variable selon les lieux. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre exposé très intéressant. Je dois moi-même avouer que je suis, de manière un peu automatique, un partisan de l'espace à somme nulle. Et j'aurais aimé vous demander comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur cet exemple de l'Hérouve pour conceptualiser et repenser l'espace comme un espace à lecture multiple. Ça, c'est la grande question. Et si vous vous posez cette question, c'est que j'ai réussi d'une certaine manière. C'est la grande question. Il me semble qu'on vit dans un paradoxe, y compris nous, urbains, plutôt multiculturels, polyglottes pour certains d'entre nous, où nous avons une relation à notre espace très
territorial, c'est-à-dire un quartier, c'est un quartier, et le quartier d'à côté est le quartier d'à côté. C'est comme pour les États-nations, au-delà de cette frontière-là commence quelque chose d'autre à laquelle je m'identifie moins. Or, il me semble que justement, ce qui fait... D'ailleurs, il me semble que c'est l'histoire des villes en particulier le prouve, que ce qui fait justement la tolérance urbaine classique, c'est justement le mélange. Peut-être pour ça, ça répond aussi un peu à votre question tout à l'heure, les vagues d'immigration qui ont évidemment le fameux melting pot, mais enfin bon, c'est une histoire plus compliquée que ça, qui ont ajouté des couches, des sédiments supplémentaires à la complexité des identités urbaines en particulier, puisque je travaille plutôt sur la ville. Donc la somme nulle est à la fois contre-productive et d'une certaine manière inepte. On pourrait même dire que la ville est un bien commun, c'est-à-dire dont on ne peut pas exclure, c'est comme l'air qu'on respire, dont on ne peut pas en principe exclure les autres. D'ailleurs, on n'y arrive pas. Regardez, en ce moment, on essaye de fermer les frontières, on n'y arrive pas. On ne peut pas fermer les frontières. Les gens, lorsqu'ils veulent se déplacer, ils se déplacent. Alors, c'est un peu une autre question que celle que j'évoquais tout à l'heure, mais je ne sais pas, je suis très allergique à la lecture univoque de l'espace, et je pense qu'avec un peu de gymnastique mentale, on peut tout à fait avoir à la fois des usages, ce que nous avons déjà, et des lectures multiples de l'espace qui nous entoure. Bonsoir. Moi, j'ai enchaîné avec une autre question. Si une partie des gens prennent conscience, avec une lecture tolérante, que l'espace peut être multiple, est-ce que ces juifs orthodoxes, qui eux vivent à l'intérieur de cet espace, le conçoivent comme un espace multiple, ou bien est-ce qu'on a des exemples de débordements? Je pense évidemment, quand vous parlez de Jérusalem, à des espaces dans lesquels les personnes qui rentrent en voiture le jour du Shabbat se font caillasser. Et donc, est-ce qu'on a des exemples comme ça par exemple à New York, où cet espace n'a pas été entendu comme étant... Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que cette lecture multiple soit univoque et que la tolérance, au sens où je l'entendais tout à l'heure, n'aille que dans le sens de l'accueil et de l'hospitalité de l'espace. Et pour répondre à votre question, la plupart, effectivement, des communautés orthodoxes ne peuvent tout simplement pas faire autrement que d'avoir une lecture multiple de l'espace, parce qu'ils le partagent, c'est empirique. Bon. Ça se joue un peu différemment en Israël, où effectivement il y a une véritable territorialité chassidique qui incite certains individus, certaines communautés à la violence, le caillassage des voitures, et c'est pas le seul exemple, bien entendu. Donc la version idéale, évidemment, et elle est observée dans les grandes villes, grâce au tissu urbain des grandes villes, et celle du partage. Mais sans doute pour des raisons différentes. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une communauté ultra-orthodoxe, pour employer un terme un peu facile, qui veut un Hérouv, n'est pas une communauté qui a nécessairement spécialement envie de se mélanger avec le reste de la population. C'est vrai. Mais elle est obligée, pour obtenir un espace qu'elle est donc aussi obligée de partager, de négocier. Et donc c'est ça qui importe, c'est-à-dire on est obligé d'aller dans le public pour négocier ce qu'on veut obtenir pour l'entre-soi. Bon. Donc l'entre-soi, paradoxalement, aboutit à un dialogue, à une négociation. Oui, bonsoir. Cette histoire de ghettoisation me fait penser que finalement, il y a la frontière de l'Hérouv, il y a l'intérieur et il y a le non-Hérouv. Mais finalement, si on veut lutter contre la ghettoisation, il faudrait peut-être simplement dire tout l'espace de la commune est considéré comme Hérouv pour cette communauté puisqu'elle le souhaite. Et du coup, voilà, on n'a plus ce problème de non-Hérouv et de Hérouv qui fait que on a une concentration qui gêne symboliquement. On est dans le symbole toujours. Mais si je déclare la commune de Montpellier Hérouv, voilà, c'est bon, fini. Le problème, c'est qu'il y a quand même une loi, une loi de l'Hérouv, et il doit obéir à un certain nombre de principes.
C'est-à-dire que vous pourriez dire ça, et ce serait vraiment chouette, mais pour les communautés, ça ne marche pas, parce que à la fois la taille et le dispositif a été défini par Rachi en particulier, donc il doit y avoir une route qui traverse de part en part, il ne doit pas concerner plus de 600 000 personnes, c'est-à-dire le nombre d'Hébreux dans le désert, enfin bon, il y a toute une série de règles qui malheureusement contrarie votre projet de faire de Montpellier un héros. Donc ça irait peut-être. Moi, je voulais savoir, est-ce que dans la notion d'Hérouv, dans la notion hébraïque d'Hérouv, est-ce qu'il est prévu un statut de l'étranger qui traverse cet Hérouv? Est-ce que c'est légalisé à l'intérieur même de la loi hébraïque, de l'étranger, par rapport à l'étranger? Bien sûr, et c'est une excellente question. Il faut que je le fasse en 2 temps. Il y a plusieurs sortes d'hérouvines. Ça, c'est celui de la distance, donc celui qui concerne l'espace urbain. Il y a un autre hérouv qui s'appelle Chatzerot, c'est-à-dire du quartier, enfin des chemins, et qui, lui, unit une communauté de maisons. Et s'il se trouve un étranger dans cette communauté de maisons, il est intégré dans l'hérouv. L'hérouv lui-même prend la forme alors du partage d'une miche de pain. D'accord ? Donc l'étranger, mais vous le savez peut-être, c'est-à-dire que l'étranger est le guer en hébreu, est celui qui a la place la plus éminente dans les textes bibliques. La veuve et l'étranger, mais l'étranger et la veuve, ça revient je ne sais combien de fois. C'est-à-dire que l'étranger a toujours le statut du vulnérable et le statut de celui que l'on sert en premier. Donc, de ce point de vue-là, l'hérouv ne déroge pas au principe biblique qui est celui de non seulement le respect, mais celui le fait de choyer et de servir en premier l'étranger. Bonsoir. On m'a rapporté qu'en petite Kabylie, à un moment de la conquête musulmane, un émir avait autorisé à une communauté juive de fonder leur propre village. Donc je voudrais savoir si ils avaient sûrement fait à l'époque un hérouv, et si vous avez des informations sur ça. Après, actuellement, il y a des résidences qui sont, comme au Brésil, qui sont privées par des promoteurs. Et je voudrais savoir si, quelquefois, il peut y avoir un hérouv qui est créé dans la promotion privée, dans des enclos dans des villes, quoi. Pas seulement au Brésil, à Paris, dans le 19e arrondissement, il y a des immeubles qui sont des immeubles où prévaut cet hérouv dont je parlais à l'instant, donc l'hérouv de la communauté de maisons, mais au sein d'un immeuble. Donc ça existe. Je suis absolument navrée, mais sur la petite Kabylie, je n'ai pas de savoir particulier, mais je veux bien des informations, si vous en avez, tout à l'heure. Donc oui, un immeuble et une communauté de maisons peut tout à fait établir un hérouv pour le bénéfice de la maison, bien sûr. Oui, après, c'est une question technique de l'arranger. Et puis, à Paris en particulier, il y a des textes là-dessus d'une amie ethnographe. Le problème, c'est que même dans un immeuble parisien, il peut y avoir des individus qui appartiennent à différentes communautés, qui font plus ou moins confiance à leur rabbin et qui donc font plus ou moins confiance au fait que les hérouv soient bien établis de manière techniquement acceptable. Enfin bon, il y a toujours des disputes. Moi, j'ai une question concernant le fait que vous développez le concept d'hérouv en tant que frontière-pont. Mais si j'ai bien compris, dans votre position du droit par rapport à la loi, c'est que ce pont ne peut être établi que si la communauté est organisée et apte à transmettre, à vulgariser, à traduire ces demandes. Que devient l'hérouv pour des communautés qui n'ont pas cette organisation,
qui n'ont pas cette centralisation et qui n'ont pas cette homogénéité dans leurs revendications. C'est pas nécessairement une question d'homogénéité, c'est que dans ce cas-là, ça marche pas. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de faire la demande en bonne et due forme, ça marche généralement pas. La seule chose que je peux vous répondre par ailleurs, et qui est plutôt rigolo, c'est que dans les communes où il y a par exemple 3 synagogues, mettons une libérale et 2 orthodoxes, d'accord ? Généralement, de manière stratégique, je peux vous citer plusieurs cas, les 2 rabbins orthodoxes envoient plutôt le rabbin libéral faire la demande. C'est pas bête. Parce que ils estiment qu'il est le plus apte à porter le désir de création d'un héros. Mais c'est pas une question nécessairement d'organisation. Là, c'est une question d'organisation dans ce que je viens de vous répondre. C'est pas une question nécessairement d'unité des communes. Par exemple, à Outremont, qui est donc dans la banlieue de Montréal, il y a 7 communautés très orthodoxes, certaines d'origine hongroise, polonaise, etc., qui ne s'entendent pas et qui n'ont pas fait affaire commune pour demander un érouve. C'est une demande qui a émané d'un seul de ces groupes-là. Donc et quelquefois, il s'agit de quelques familles, d'une vingtaine de familles. Ça peut suffire pour faire cette demande. Mais vous savez, très souvent, les communautés n'en demandent tout simplement pas parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, très bien, on ne porte pas le Shabbat et puis c'est tout. Et puis nos femmes restent à la maison et on ne pousse pas les enfants. Et souvent d'ailleurs, j'aurais dû le dire tout à l'heure, les communautés orthodoxes elles-mêmes sont contre l'érection d'un érouve parce qu'ils l'allègent de manière ils allègent tout simplement les obligations que nous devons transmettre à nos enfants et auxquelles les enfants doivent s'habituer, et ils ne doivent pas s'habituer à vivre plus facilement que la loi prescrit. Donc vous voyez, c'est pas seulement une question d'organisation, mais lorsque les cas arrivent devant la justice, là, il faut parler un langage évidemment audible et faire comprendre de quoi il s'agit. Merci beaucoup Astrid Von Büsekist, merci également à Marc Smirl. Merci à toutes et à tous.